Mesdames, messieurs, à vos marques, prêts, c'est parti pour un voyage en or au cœur des Jeux Olympiques. Et oui, dans quelques jours, vous le savez, il se pourrait bien que les JO 2024 soient officiellement attribués à Paris. Cocorico, super, génial, vont dire les uns ou les autres. Peut-être doit-on se réjouir, mais quel impact les Jeux Olympiques ont-ils eu sur les villes organisatrices jusqu'à aujourd'hui ? Belle opportunité ou plutôt gouffre financier ? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été, vous l'avez compris, enregistrée. Alors, sur le podium, ce matin, voici nos athlètes du jour. Fanny Lother, qui nous emmènera à Rio de Janeiro. Loïc Delamornay, qui nous donne rendez-vous à Londres. Sandrine Mercier, notre correspondante à Barcelone. Et enfin, Arnaud Miguet, qui nous attend, lui, à Tokyo. Allez, je vous l'ai dit, on est dans les starting blocks, alors direction Rio, où se sont déroulés les derniers JO d'été. Fanny, j'ai cru comprendre que le réveil avait été difficile pour les cariocas. Aujourd'hui, quel est le revers de la médaille ? Bonjour. Bonjour Laurent, nous sommes 1 an et 1 mois, presque jour pour jour, après le lancement des Jeux Olympiques de Rio 2016. Et ici, les cariocas ont un petit peu une sorte de gueule de bois olympique, car vous allez le voir, les promesses d'héritage olympique sont loin d'être tenues ici à Rio. C'est un reportage réalisé avec Quentin Delaroche. Une ville en chantier, des années de travaux pour quelques semaines de sueur. Un héritage urbain et sportif que Rio s'était juré de rendre à ses habitants. Pourtant, 1 an après, le parc de BMX et de canoë, sous concession militaire, est comme abandonné. Ses portes restent fermées aux riverains, alors que les vacances scolaires battent encore leur plein. C'est nul parce qu'on ne peut pas en profiter. On voudrait entrer dans le parc pour s'amuser à la piscine, mais on ne peut pas. José da Silva Costa a investi 3 000 € dans sa petite boutique, les économies d'une vie pour quelques semaines de fonctionnement seulement. J'ai dû diviser mon magasin en 2 et faire un salon de coiffure pour mon fils. Parce que je ne vends pas. Ils ont dit qu'ils allaient bientôt ouvrir, mais jusqu'à présent, rien. Ce ne sont que des promesses. Au royaume du football, ce qui a le plus inquiété les Brésiliens, c'est l'état de leur joyau, le Maracanã. Pelouse détruite, siège arraché, un gouffre financier pour les potentiels repreneurs qui ont finalement abandonné. Un concessionnaire plongé dans un scandale de corruption, en bataille contre le comité Rio 2016, sommet de réparer les dégâts. Il y avait quelques dégâts au sol qu'on a réparés. Comme le stade est resté inoccupé et sans entretien de novembre à janvier, il s'est abîmé. Personne n'a arrosé la pelouse, personne ne l'a traité. Maintenant, on a remis en route les machines et il est revenu à la normale. La saison de foot a repris, mais pour le reste, 13 des 22 installations olympiques sont fermées. Car la ville, principale concessionnaire de l'héritage des JO, est en faillite. Au parc de Barra, cette arène devait être transformée en école, mais faute d'argent et d'investisseurs privés, le projet est en suspens. Pour payer les 35 millions d'euros de dettes que le comité international se refuse à régler, le ministère des Sports a été appelé à la rescousse et ouvre les portes à quelques compétitions, loin de faire sale comble. On espère, avant la fin de l'année 2018, trouver un concessionnaire ou monter un partenariat public-privé pour ainsi soulager l'État de ses gestions de frais et d'entretien afin d'utiliser l'argent public pour d'autres projets. Pour cela, il a créé une autorité spécifique en charge de l'héritage olympique, dont Paolo Allo est le président. Pour ces arènes, je vous confirme qu'il y a déjà un projet de réutilisation qui a été mis en place. La preuve, vous le voyez, on organise aujourd'hui une grande compétition de Jiu-Jitsu. Londres a mis 2 ans à livrer son héritage olympique à la population. Nous avons mis 8 mois. Les Jeux paralympiques se sont terminés en septembre dernier et la dernière installation a été démontée en février. Il faudra un peu plus de temps pour transformer, comme promis, l'arène de tennis en centre d'entraînement professionnel. Une autre en musée du sport. En attendant, le parc vient d'ouvrir ses portes aux enfants des favelas voisines qui n'ont vu les Jeux qu'à la télé, pour qu'enfin les cariocas profitent de leur héritage olympique. Dites-moi, Fanny, c'est un bilan quand même très critique. Est-ce que les JO ont toutefois apporté quelque chose à la ville ?
Oui, c'est un bilan assez mitigé. Alors pour les plus optimistes, eh bien oui, les Jeux Olympiques ont rapporté de l'argent à Rio. Cela a permis de faire fleurir un parc immobilier d'hôtels ici qui ont été remplis à près de 90% pendant les Jeux. Ça a permis à des athlètes de disciplines peu connues de se faire connaître sur le plan international. En gros, cela a fait briller l'image de Rio dans le monde. Mais côté négatif, eh bien malheureusement, la liste est beaucoup plus longue. Les dépenses en infrastructures urbaines sont loin d'être rentabilisées. Quelques exemples, le village des athlètes, où les athlètes ont dormi pendant les Jeux Olympiques, eh bien, il est presque à l'abandon. Un parc immobilier qui a été acheté à seulement 7%. Les appartements sont vides. Le golf, personne n'y joue, il est à l'abandon. Le vélodrome, son toit a brûlé il y a un peu plus d'un mois. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul athlète professionnel brésilien pour l'occuper, pour s'entraîner dans ce vélodrome. Il reste donc fermé au public. Quel tableau! Et comment se situe Rio alors par rapport aux autres pays en termes de gestion, j'entends, après les Jeux? Dans le chronogramme, Rio n'est pas si mauvais élève. Le problème, c'est que les caisses de la ville sont complètement vides. La ville de Rio, mais aussi la région, sont en faillite. Cela fait plusieurs mois que les professeurs, mais aussi les policiers, n'ont pas reçu leur salaire. Une grave coupe budgétaire qui touche les hôpitaux, mais aussi les universités. Et depuis quelques mois, eh bien, il y a aussi une crise sécuritaire à Rio. Les gangs ont repris possession de favelas autrefois pacifiées, à tel point que le président de la République a dû faire appel à l'armée pour patrouiller dans les rues de Rio et rassurer les habitants. Voilà, dans ce marasme sécuritaire, mais aussi économique, eh bien, faire vivre l'héritage olympique n'est vraiment pas la priorité du maire, Marcelo Crivella. Il a donc appelé à la rescousse le ministère des Sports pour cela, pour pouvoir entretenir ce parc immobilier qui coûte très cher, 12 millions d'euros d'entretien annuel. Alors il faudrait trouver un sauveur, un investisseur privé qui puisse reprendre la gestion colossale de ce parc olympique pour faire vivre enfin l'héritage olympique de Rio 2016. Merci beaucoup, Fanny. À ce propos, on reviendra très prochainement sur cette enquête ouverte pour corruption dans l'attribution des JO en 2016. Une affaire à suivre, donc vous l'avez compris. On passe le flambeau à la Grande-Bretagne, où nous attend Loïc de Hamornay. Et alors là, c'est l'effet inverse, peut-on dire. La capitale britannique a brillé par son organisation. Loïc, on dit même que Londres a réalisé un sans faute, notamment, je dis bien notamment, en termes de reconversion. Est-ce que le bilan est si rose que ça? Bonjour. Bonjour Laurent, oui, le bilan est plutôt rose. Alors, il faut être honnête tout de suite avec un bémol, c'est que comme toutes les autres villes hautes, eh bien Londres a complètement explosé son budget d'origine, à l'origine situé aux alentours de 5 milliards d'euros pour organiser les Jeux. Et en fait, ça en aura coûté finalement plus de 10 milliards, près de 2 fois plus. Mais à part ce très large dépassement qui, encore une fois, est une généralité dans toutes les villes hautes, eh bien Londres a parfaitement organisé et surtout pensé l'après-JO. Pourquoi? Eh bien parce que dès le début, dès la préparation des JO, il y a eu une entreprise, une organisation ici qui s'appelle la London Legacy Corporation, littéralement l'agence chargée de gérer l'héritage des Jeux Olympiques et qui a tout pensé pour que tout puisse être réutilisé après les JO de 2012. Et ça, eh bien, ça a été une vraie réussite, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Élise Derbaumet et Clara Charles. Il y a 5 ans, ce bassin accueillait les meilleurs nageurs du monde. Aujourd'hui, pour ces Anglais, pas de médaille à gagner, mais ils offrent à cette piscine une seconde vie. Pour ce gardien du patrimoine olympique, il est essentiel de s'assurer que les installations perdurent après les Jeux, quitte à faire quelques petites modifications pour s'adapter au public. On a dû ajouter des casiers après les Jeux, car les athlètes n'en utilisent pas, évidemment. On a également mis en place un service de crèche pour que les parents puissent venir nager sereinement. Ce bâtiment a été construit avec l'idée qu'il deviendrait un jour une piscine municipale et puisse s'adapter après les Jeux. C'est la même chose dans le reste du parc. Toutes les installations ont été transformées pour accueillir tous les publics. Le grand stade olympique a lui aussi été transformé après les Jeux pour devenir la résidence d'un club de foot londonien. Quant au symbole des JO de Londres, la Tour Olympique, c'est désormais une attraction touristique très rentable qui attire plus de 138 000 visiteurs par an. Voici pourquoi. Il y a un an, ce toboggan géant, le plus grand au monde, est incorporé à la structure de la tour, jusqu'alors une œuvre d'art. Pour Peter Tudor, propulser les visiteurs à plus de 120 km/h était une évidence. Depuis la construction de la tour, tout le monde pensait que c'était un toboggan. C'est devenu évident pour nous qu'il fallait le faire. Ça n'a pas été facile de l'ajouter à la construction, car c'est un toboggan tortueux avec beaucoup de virages, de passages dans le noir. Mais nous y sommes finalement parvenus l'année dernière et avec beaucoup de succès.
En plus d'être accessible à tous, les équipements olympiques accueillent toujours de grandes compétitions. Ce jour-là, le public vient assister aux mondiaux d'athlétisme. Pour eux, aucun doute, Londres a réussi sa reconversion. C'est fantastique. Le parc est un lieu agréable, que vous veniez pour y voir du sport ou simplement pour vous promener. L'héritage des Jeux Olympiques a fonctionné pour Londres. Cette réhabilitation a attiré du monde. Accueillir les mondiaux d'athlétisme a participé à sa reconversion. Les gens du coin peuvent venir jouer au badminton à l'endroit même où se sont déroulées les compétitions. C'est incroyable de disposer de tous ces équipements sportifs à 2 pas de chez soi. Car à 2 pas du parc se trouve l'ancien village olympique. Aujourd'hui quartier résidentiel, il abritait les athlètes du monde entier pendant les Jeux. Pour les habitants, la vie dans le village a beaucoup d'avantages. Il n'y a aucun stress ici. Tout n'est pas que béton. Au contraire, c'est aéré et joyeux comparé à d'autres quartiers de Londres. Et le fait qu'il ait été construit pour les JO signifie que beaucoup d'argent est investi pour que tout soit joli. Je voulais vivre ici pour être proche du vélodrome. J'aime faire du vélo et c'est bien pratique à avoir tout si près. On emmène même le petit nager. Plus de 3000 familles vivent aujourd'hui autour du parc olympique. Un art de vivre qui séduit de plus en plus de Londoniens. D'ici quelques années, ils seront plus de 20 000 à profiter de la transformation du site. Impressionnant ce quartier, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Loïc, à quoi ressemblait la zone où vous vous trouvez là en ce moment, avant les Jeux de 2012 ? Vous pouvez me le raconter ? Eh bien, tout simplement, Laurent, ce sont des Britanniques, des Londoniens qui nous l'ont dit. Ici, c'était une zone, une vraie friche industrielle avec que des bâtiments délabrés. Et surtout, c'était une zone où les Londoniens ne voulaient pas s'aventurer. Vraiment une zone mal famée, c'est ce que nous ont dit tous les habitants du quartier. Personne n'y allait. Et puis, vous voyez, tout a été transformé en quelques années. Alors, les constructions continuent à pousser. Des entreprises, des start-up. Il va même y avoir une nouvelle université qui va venir s'installer. De nouveaux logements, bien évidemment. Même une branche d'un célèbre musée londonien, le Victoria and Albert Museum, qui va s'installer ici. Bref, le quartier a réellement été complètement transformé. C'est devenu aujourd'hui un quartier extrêmement tendance, vous l'avez vu, où même le prix des loyers est en train d'augmenter furieusement. Et alors, est-ce que cette aventure olympique a eu d'autres effets bénéfiques, même indirects, sur la ville ? Oui, alors bien sûr, effet indirect, c'est le tourisme dont on parle souvent. Et alors, ça fait quelques années que Londres clame qu'elle a battu sa grande rivale, Paris, bien sûr, qui était présentée comme la première destination touristique au monde. Eh bien, Londres clame depuis plusieurs années qu'elle a battu Paris et qu'il y a plus de touristes étrangers qui viennent dans la capitale britannique aujourd'hui. Alors, on ne va pas rentrer dans la bataille des chiffres car les modes de calcul sont différents. Londres est 5 fois plus grande que Paris. Paris n'intègre pas le parc Disneyland qui attire beaucoup de monde. Bref, on ne va pas rentrer dans cette bataille de chiffres qui agite les deux capitales, mais c'est indéniable que l'effet JO 2012 a totalement boosté le tourisme ici, juste après les Jeux Olympiques. Oui, vous avez raison, on attend de savoir comment ça va se passer pour Paris avant de parler d'un podium éventuellement. Merci beaucoup Loïc et à très bientôt bien sûr. C'est le moment de marquer une petite pause 3.0, voire 4.0, voire même plus si affinité, avec Julia Livage. Alors j'imagine qu'Internet est une vraie mine d'infos pour tous les fans d'olympisme, mais si on devait retenir qu'un seul site, ce serait lequel finalement ? Le site officiel, évidemment, Laurent, qui s'appelle olympique.org. C'est un site riche, dense, vraiment une mine d'or pour tout amateur d'Olympiade. Dessus, vous allez trouver le passé, le présent, le futur des JO, des archives exceptionnelles, des infos également sur les prochaines villes qui vont accueillir les JO. Mais cette vitrine, je serais quand même tentée de vous dire que c'est une vitrine extrêmement rutilante, trop rutilante. Quand on se promène sur ce site, on découvre une rubrique qui s'appelle Héritage. Ça pourrait tout aussi bien s'appeler ce qu'elles sont devenues. Et là, vous avez l'histoire des villes qui ont accueilli les JO. Il s'agit un peu de l'envers du décor. Par exemple, pour le Brésil, vous en parliez. Donc, 1 an après, on va nous montrer un Rio transformé socialement grâce au pouvoir unificateur du sport, des complexes sportifs neufs de grande qualité, des nouveaux modes de transport qui changent le quotidien des cariocas. Mais évidemment, la vérité est tout autre. Oui, alors là, on l'a compris, bien sûr, tout est beau, magnifique, tout est joli. Mais est-ce que la presse numérique parle aussi de la face, on va dire,
plus sombre des Jeux Olympiques ? Évidemment, côté web, la vérité semble un peu différente. Sur Internet, les sites olympiques se cachent un peu pour mourir. C'est-à-dire qu'on va trouver des sélections, des sites de bobsleigh rouillés, un stade envahi de mauvaises herbes, des piscines à l'abandon. Par exemple, pour les JO de Sotchi, c'est assez impressionnant. Laurent, la Russie a dépensé 36 milliards d'euros. C'est plus cher que tous les JO d'hiver réunis depuis leur création. Et aujourd'hui, quand on regarde les images de Sotchi, c'est un no man's land très loin des infrastructures souhaitées au départ, évidemment. Alors, chose plus étrange encore, si on se promène sur le site à cette rubrique justement héritage, on a une vidéo de Pékin qui va nous montrer évidemment une vidéo officielle du CIO qui nous montre un héritage très très chouette. Et puis après, effectivement, on va se promener sur le site internet moins officiel et on va découvrir des images de Pékin tout autres. Après, pour finir sur une image un petit peu plus positive, vous avez le site officiel de la candidature de Paris. C'est important d'y aller pour voir un petit peu, vous savez, les travaux, les infrastructures qui vont être construites, comment les Parisiens et Paris vont être impactés. Donc ça, c'est sur le site paris2024.org. Merci beaucoup, Julia. Pour la prochaine épreuve, j'appelle maintenant Sandrine. Direction l'Espagne, où les JO de 92 sont allés bien au-delà du sport. Ils ont permis au reste du monde de situer Barcelone sur une carte. Il était temps. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurent. Difficile d'imaginer qu'il y a 25 ans, personne ou presque ne connaissait Barcelone. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Et ce, grâce à l'effet JO. En 1992, pour accueillir les Jeux Olympiques, la ville va complètement se transformer. Les 2 tours que vous voyez derrière moi, par exemple, ont été construites spécialement, ainsi que le port et les plages à proximité. Et là où je me trouve, c'était d'ailleurs l'entrée du village olympique. Aujourd'hui, 25 ans après, les JO pour Barcelone restent toujours aussi magiques. Et la flamme des Jeux Olympiques brûle encore dans le cœur des Barcelonais. Pour le 25e anniversaire, la mairie a organisé une grande fête. De quoi remettre des étoiles plein les yeux des Catalans. Eva et Dolores faisaient partie des 45 000 bénévoles qui ont aidé à l'organisation. Elles ont conservé comme des trophées leur uniforme et leur laissez-passer. 25 ans après, on a tout gardé. Ça me fait toujours rêver. On le raconte à nos enfants, alors aujourd'hui, on voulait vraiment être là pour fêter ça. Mieux qu'un souvenir, un héritage. Toutes les installations sportives ont été laissées aux Barcelonais, qui peuvent les utiliser chaque jour, comme ce stade olympique. Barcelone reste à ce jour un modèle de gestion pour ses infrastructures sportives. Ancienne médaillée d'or de taekwondo, Ibone Layana reçoit régulièrement les comités d'organisation des villes candidates, désireux de s'inspirer de l'exemple catalan. On a réalisé une étude approfondie avec la volonté de maintenir les installations sportives dans les quartiers où chaque sport était déjà bien pratiqué. Le handball à Granollers, le basket à Badalona, pour que chaque équipement soit étroitement lié à la pratique des habitants. Une vision à long terme pour transformer le visage de Barcelone. En à peine 6 ans, cette ville industrielle et chaotique a enterré son périphérique, construit un port de plaisance et fait sortir de terre de nouveaux quartiers, aidés par des artistes et des architectes prestigieux. Une métamorphose à 10 milliards d'euros, entièrement rentabilisée depuis. Olga Tarasso a participé à cette révolution urbaine. Barcelone était une ville sous-équipée avant les JO, avec des routes qui dataient des années 70, incapable de gérer le trafic quotidien et aucune infrastructure adaptée. Il nous fallait un événement de cette ampleur pour pouvoir attirer les investissements. Cela a doté la ville de ce dont elle avait besoin. Parmi les grands bénéficiaires de ce changement, les riverains de ce quartier ouvrier de Poblenou. Pour les JO, les usines et les bidonvilles ont été rasés. Eva et les habitants ont alors découvert qu'ils vivaient en fait en bord de mer. Avant, sur cette plage, il y avait du fer, de la rouille, des cabanons, où vivaient des gens. Ici, cela a été la plus belle transformation de Barcelone. 6 kilomètres de nouvelles plages. Grâce à ces JO, Barcelone a réussi la plus grande opération de prestige de son histoire et s'est offert une carte postale connue dans le monde entier.
Eh bien, tout est dit. Merci Sandrine, bonne journée et à bientôt. Alors, retour chez nous à présent avec Grégoire Tournon, un esprit sain dans un corps sain. On va revenir sur la prochaine attribution des JO 2024 et 2028 à la fois. Alors, pour commencer, quel est l'intérêt, d'une double attribution ? Il faut savoir que Paris et Los Angeles sont en quelque sorte les rescapés d'une hécatombe chez les candidats. Oui, il n'en restait plus que 2. Oui, voilà, exactement. Il y avait Hambourg, Rome, Budapest et Berlin qui ont jeté l'éponge, essentiellement sous la pression des contribuables. Donc le CIO, le Comité international olympique, avait tout intérêt à sécuriser l'organisation des Jeux pour les 11 prochaines années. Il n'y aura pas de désignation à effectuer pour les Jeux d'été avant 2025, ce qui devrait laisser le temps de freiner la course au gigantisme et séduire de nouveaux candidats. Cela dit, cette double attribution, c'est une première, non, dans l'histoire de l'olympisme ? Pas une première. Paris et Amsterdam ont été désignés simultanément, respectivement, pour les Jeux de 1924 et 1928. En fait, le baron Pierre de Coubertin, en 1921, baron Pierre de Coubertin, qui était le père des Jeux Olympiques modernes, il annonce qu'il prendra sa retraite après les Jeux de 24. Il demande une dernière faveur, que les Jeux soient organisés dans sa ville natale, Paris. Et à noter que les Jeux de 1932 avaient été promis à Los Angeles. Et alors, Greg, combien de fois une ville française a-t-elle été candidate ? Alors 13 fois en tout, il y a eu 4 fois pour les JO d'hiver avec 3 succès et Paris est ville candidate pour la 6e fois. Et la dernière fois donc, que la France a organisé les JO d'été, c'était en 24, c'est ça ? Et il reste encore des infrastructures de l'époque ? Pas grand-chose. Alors déjà, ces 8e Jeux de l'ère moderne se sont déroulés au printemps-été 1924 sur à peu près 2 mois avec 126 épreuves, 17 sports. Il faut savoir qu'à Rio, il y avait, ça a duré 5 fois moins longtemps, il y avait 4 fois plus d'athlètes et le double d'épreuves. Alors, le village olympique, c'était le premier du genre, installé à Colombes dans les Hauts-de-Seine, a totalement disparu. Le stade olympique, lui, toujours à Colombes, est toujours en activité. C'est encore pour quelques semaines l'enceinte des rugbymen du Racing 92. Oui. Voilà, vous qui aimez le rugby. Vous pouvez toujours vous baigner dans la piscine des Tourelles, la piscine Georges Valeret dans le 20e arrondissement de Paris. Ah, c'est là que Johnny Weissmuller, vous savez, Tarzan, a été le premier homme à passer sous la minute sur 100 mètres. Et il y avait de la pelote basque au JO en 1924, avec seulement 2 pays. Bon, c'est l'Espagne qui a gagné contre la France. Et ce fronton est toujours là, toujours debout, toujours utilisé. Il est dans l'ouest parisien. Donc 100 ans plus tard, Paris va encore accueillir les Jeux, de nouveau on va dire. Où vont se dérouler les épreuves ? Alors, il y aura 38 sites dédiés à la compétition. Il y en aura 9 qui seront en dehors de la région parisienne, des stades de foot et la marina olympique de Marseille pour la voile. Alors, il y aura 28 sites qui existent déjà, 8 qui seront temporaires. Il reste à construire la 2e aréna de Bercy, le centre aquatique et le village olympique à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, pas loin du Stade de France. Dans Paris Intramuros, vous pourrez voir du taekwondo et de l'escrime au Grand Palais. Il y aura du beach volley sur le Champ de Mars et du tir à l'arc aux Invalides. Et petit clin d'œil aux Jeux de 24, le stade de Colombes, lui, sera utilisé par les hockeyeurs. Bon, le budget, allez-y, dites-nous tout. Facture annoncée, un peu plus de 6,5 milliards d'euros, dont 22% d'argent public. L'impact espéré, 11 milliards d'euros, 247 000 emplois. Mais bon, jamais aucun budget olympique n'est resté dans les clous pour l'instant, à l'exception des Jeux de Los Angeles en 1984. Il faut savoir que les Jeux de Pékin ont coûté 12 fois plus cher que prévu. On l'a rappelé avec Julia, ceux de Sochi ont été stratosphériques, c'était les plus chers de l'histoire. Mais certains grincent déjà dedans. Mais il y a d'autres impacts non négligeables qu'il faut prendre en compte, comme le bénéfice social, le bien-être collectif et bien sûr la fierté nationale. Merci beaucoup, Maître Grégoire, on peut dire. Et maintenant, on va passer le relais à la prochaine ville organisatrice où nous attend Arnaud Miguet. Alors, prêt à rallumer la flamme ? Bonjour Arnaud, ou plutôt bonsoir, compte tenu de l'heure chez vous. Bonsoir Laurent, les JO 2020, ce sera ici, au Japon, plus précisément à Tokyo. Mais vous n'êtes pas sans savoir, Laurent, qu'il y a 53 ans, en 1964, Tokyo a déjà accueilli les Jeux Olympiques. Et c'est cela qui a séduit au moment du choix, à l'époque, face à Madrid et Istanbul, cette idée de jeu en héritage. Héritage car 70% des infrastructures des précédents Jeux Olympiques seront utilisées. Il ne reste que 30% à bâtir. Et puis surtout, héritage en ce sens de transmission vers les prochaines générations, puisque ce seront des jeux probablement les plus écolos. Alors évidemment, au moment des choix, le Japon a aussi fait jouer la corde sensible, celle de Fukushima, la catastrophe de 2011, arguant que ces jeux redonneraient un petit peu de baume au cœur aux Japonais, mais c'est quand même cette jolie idée d'héritage qui est restée, la preuve en images. C'est un reportage d'Angélique Forget, d'Antoine Védéier et d'Akane Saiki. À Tokyo, le compte à rebours est lancé. Dans 3 ans, la capitale nippone accueillera pour la 2e fois de son histoire les Jeux Olympiques d'été.
Un événement planétaire qui coûtera à la ville plus de 10 milliards d'euros. Certains Tokyoïtes s'inquiètent de ces dépenses exorbitantes. Ça va coûter cher. Il y a des choses plus importantes à faire. Ça vaut pas la peine de dépenser autant d'argent. Pour rassurer la population et séduire le comité international olympique, Tokyo a bâti son projet sur une promesse. La ville va réutiliser les lieux qui ont déjà servi en 1964. Cet endroit, ça me rappelle ma jeunesse. Ancien nageur, Tadaharu Goto avait 23 ans lorsqu'il a concouru aux premiers Jeux olympiques organisés dans la ville. J'ai participé aux 100 mètres nage libre et aussi au relais 4 x 100 mètres. Il me semble que cette photo a été prise pendant l'entraînement. J'avais encore des cheveux à l'époque. Pour les JO de 2020, l'ancienne piscine sera transformée pour accueillir les épreuves de tennis de table. Ça me rend très heureux. Le fait que ces lieux soient réutilisés, c'est un moyen de conserver ces endroits où on s'est affronté. C'est comme si on maintenait notre jeunesse. Au total, 22 sites comme cet emblématique stade Yoyogi seront réutilisés. En 1964, il accueillait les compétitions de basket et de natation. En 2020, de nouvelles épreuves s'y dérouleront comme le badminton. Au siège du comité olympique, on a pensé l'organisation des Jeux autour de 2 zones bien distinctes. Voici les 2 grandes zones. Ici, c'est la zone de la baie de Tokyo, où on trouvera des bâtiments neufs qui représenteront le Tokyo du futur. Et là, c'est la zone héritage qui comprend des bâtiments qui ont servi en 1964. Ces 2 zones forment un 8 allongé qui représente le signe de l'infini. Cette réutilisation des vieux bâtiments permettrait d'économiser 2 milliards d'euros sur la facture totale. Car le maître mot de ces JO, c'est le recyclage. À la mairie de Tokyo, les habitants viennent déposer leurs vieux téléphones ou appareils électroniques. L'or, l'argent et le bronze qui se trouvent à l'intérieur permettront de fabriquer des médailles. J'ai du mal à jeter les choses. Mais là, si ça se transforme en médaille, c'est génial. Pour faire une médaille, il faut 4000 téléphones en moyenne. C'est énorme. Tokyo veut des JO tournés vers l'avenir. Shinichi Kudo est chargé pour la mairie d'organiser l'après 2020. Aujourd'hui, il a rendez-vous pour visiter le site qui accueillera les courses d'aviron. Le chantier a à peine commencé qu'il pense déjà à l'après-Jeux olympiques. Il prévoit notamment de transformer le centre d'entraînement en hôtel. Il faut penser à la gestion de l'après des Jeux olympiques, en même temps qu'on organise ces fameux Jeux. Par exemple, à Rio, le comité qui a géré les Jeux n'a pas pensé qui reprendrait après eux. Tokyo veut faire de ces JO 2020 un modèle d'écologie, de développement durable et de recyclage. Un exemple à suivre pour Paris et Los Angeles. Ah, faut avouer que le coup du recyclage et des médailles, c'est assez génial. Dites-moi, Arnaud, ces JO de Tokyo sont un peu les Jeux Olympiques du futur, non? Alors, on doit s'attendre à quoi, en fait? Eh bien, Laurent, avec les Japonais, on peut s'attendre à tout, comme le choix de la mascotte qui sera choisie par des écoliers et qui sera connue seulement en janvier. Mais ces Jeux, en plus d'être écolos, se veulent être pour Tokyo une vitrine du futur. Il y aura des robots partout, des taxis autonomes, il y en a déjà 2 à laisser en circulation, système de reconnaissance faciale, système de traduction simultanée sur smartphone, par exemple. Et puis il y a aussi quelques inquiétudes, notamment les séismes et les tsunamis, puisque vous savez, Tokyo est basé sur 3 plaques tectoniques et c'est une zone sismique importante. Et puis il y a bien sûr la menace nord-coréenne. Bon, et pour terminer, Arnaud, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, l'Asie semble avoir plutôt le vent en poupe, question olympiade, parce qu'il y aura aussi les JO d'hiver. Vous avez raison, Laurent, les prochains JO d'hiver, en 2018, c'est en Corée du Sud, à Pyeongchang. Suivront ensuite Tokyo pour les JO d'été. Et puis après, en 2022, c'est Pékin. Donc vous le voyez, pour les amateurs de sport et de Jeux olympiques, c'est ici, en Asie, qu'il faut être, au moins pour les 5 prochaines années.
Merci Arnaud, c'était assez impressionnant. Et à très bientôt donc. Madame, monsieur, c'est la fin du voyage. Merci à nos 4 correspondants pour ce joli tour d'horizon, on peut le dire, des sites olympiques. La semaine prochaine, autre thème, on parlera de la culture française parce qu'elle sera à l'honneur, mais attention, à l'étranger. Eh oui, à l'occasion des Journées du patrimoine, on ira à la rencontre de ces Français qui valorisent notre patrimoine dans les autres pays. Musées, opéras, mode, il y en aura, je vous l'assure, pour tous les goûts. Rendez-vous donc samedi prochain.